parcours parallèle pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Donc on a tous une particularité là dans les six que vous voyez là-haut, c'est on est tous en école d'ingénieur, mais aucun de nous n'a fait prépa. Donc on va vous raconter un peu nos parcours par la suite. L'idée, ça va peut-être de comparer la prépa et le DUT ou la licence ou le DUG ou peu importe. Même si la comparaison va se faire naturellement parce qu'on intègre la même école que des prépas, par exemple. Au-delà de ça, c'est des parcours qui sont très différents et le but, ça va être de vous expliquer en quoi ils sont différents, pourquoi ils sont différents et surtout, est-ce qu'on vous le recommande, est-ce qu'on vous recommande de faire ces parcours-là. Je sais que la prépa, ça fait assez peur. On a eu pas mal de retours sur les témoignages prépa. Euh, donc, on pourrait peut-être se comporter dans une solution un peu plus, on va dire, tranquille que peut être le DUT, par exemple, au premier abord, mais c'est pas forcément plus tranquille. Enfin, bref, on va revenir là-dessus tout au long de notre conférence. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, les cinq de Télécom, donc moi, Steve, Antoine, Bastien et Pascal, on va vous parler un peu de notre parcours, vous raconter notre parcours, en quoi est-ce qu'il est spécial et comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça pour atteindre Télécom Paris. Euh, dans un deuxième temps, on vous parlera, enfin pas nous personnellement, mais Marie et quelqu'un d'autre qui s'appelle Kian qui va arriver par la suite, vous parleront de l'alternance, qui est quand même un gros point fort de c'est quand même un gros point fort des parcours parallèles, enfin en tout cas pour moi. Et enfin, dans un dernier temps, on vous donnera les conseils et on passera ensuite aux questions. Euh, ce qu'on va faire, c'est on va vous parler déjà de nos parcours. Euh, on va commencer, je pense, on va commencer par mon parcours. Euh, L'idée, ça va être de déjà vous dire pourquoi est-ce que moi personnellement j'ai décidé de ne pas faire de prépa, même si c'était pas, même si, enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir ce choix-là, de me dire je vais pas faire de prépa. Euh, d'autres, enfin, certains de mes camarades ici présents, je pense à Antoine ou à Steve, n'ont pas eu forcément ce choix-là. Euh, et pourquoi aussi est-ce on a voulu faire ça pour intégrer une école d'ingénieur? Donc, pour commencer, moi, je viens d'un lycée donc en Bretagne, à Rennes, le lycée Victor Ellenbach, qui est très très mal coté à Rennes. Si vous regardez les classements, il est dernier de Bretagne même, avec la magnifique note de 6 sur 20. Sur ce genre de lycée, les prépas, c'est pas forcément ce qu'on fait en priorité. Donc en fait, si j'ai pas fait de prépa, c'est tout simplement de base parce que moi, on m'en avait pas vraiment parlé et que je ne connaissais pas les prépas. Euh, Ensuite, ce que je voulais faire déjà dès le début et très tôt, en fait, c'est que je voulais me spécialiser. Et ça, je pense que c'est un point commun que beaucoup de gens qui font des DUT pour intégrer des écoles d'ingé ont, c'est qu'ils se spécialisent très tôt. En tout cas, ils ont un désir de spécialisation très tôt. Moi, pour ma part, c'était dans la cybersécurité de base. Donc, je me suis dirigé vers un IUT réseau et télécommunications à Saint-Malo, euh, avec dans l'optique ensuite de faire une école d'ingénieur derrière qui s'appelle MCBS, qui se situe à Vannes en Bretagne. Donc c'est pas une école très connue évidemment, c'est une école qui est très spécialisée dans la cybersécurité. Et à l'entretien pour intégrer dans cette école, on m'a conseillé de faire soit la prépa intégrée du concours GP Polytech, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ou alors l'IUT réseau et télécom un IUT réseau et télécom, ce que j'ai fait pour le coup. J'avais pas encore la volonté, en tout cas je connaissais surtout pas les écoles de type Centrale, Télécom Paris, ce que vous voulez, l'IX même. Enfin je connaissais de nom, mais c'était vraiment pas dans mon optique d'atteindre ce genre d'école-là. Et c'est en IUT, en fait, que par la suite, j'ai eu des bons résultats et du coup, on m'a conseillé de tenter ce genre d'école. Mais ce sont des choses qui sont faites naturellement. C'est pas, j'avais pas un plan en tête comme vous pouvez l'avoir peut-être vous aujourd'hui, qui faites ce camp à l'X, de vous dire j'ai envie d'intégrer une grande école dès maintenant. C'était vraiment pas mon cas. Et c'était peut-être pas forcément le cas de beaucoup de ceux qui vont parler tout à l'heure, à part Antoine, qui lui avait l'idée d'intégrer comme très tôt. Mais donc voilà. Euh, qu'est-ce que je retire de ces 2 ans en IUT pour ma part, enfin, maintenant que je suis en école d'ingénieur, qu'est-ce que j'en retire? Déjà, c'est un parcours qui est beaucoup plus pratique, beaucoup moins théorique que la prépa. Les maths, enfin, ce sera impossible pour vous de rattraper les 2 ans de prépa de maths si vous faites ce genre de parcours-là, c'est juste pas possible. Après, est-ce qu'on a besoin d'autant de maths pour faire de l'ingénieur? Euh, oui, on a besoin de maths, c'est clair et net. Vous en ferez en IUT, vous en ferez en licence. Euh, mais c'est pas, enfin, on se sent pas lésé en tout cas quand on arrive en école d'ingénieur euh, par rapport à notre niveau de maths, etc. Euh, et donc c'est là qu'on peut faire plus une comparaison avec la prépa parce que c'est deux parcours très différents et pas forcément comparables sur le parcours en lui-même. Mais par contre, quand on arrive en première école d'ingénieur, c'est plus simple de comparer nos résultats
avec ceux des prépas. Pour le coup, nous, cette année, je crois que dans tous ceux qui sont présents à Télécom Paris, là, on a tout validé sans trop de soucis. Honnêtement, est-ce qu'on se sent différent ou est-ce on se sent en arrière par rapport aux prépas qui sont à Télécom? Pas vraiment non plus, en vrai. Euh, non, il n'y a aucun problème. Enfin, la seule difficulté de faire ce genre de parcours pour moi, et ce que j'ai ressenti, c'est sur l'intégration. En fait, c'est pas du tout la voie royale. Pour intégrer une école comme Télécom Paris, vous ferez un concours différent que ceux des prépas, évidemment, parce qu'il n'y a pas le même programme. Il y a que 20 places, nous, par exemple, à Télécom, pour les gens, ce qu'on appelle les AST, donc des gens, les adultes sortis, les gens qui n'ont pas fait prépa, en fait, comparé aux 150 places pour les prépas. Donc, c'est pas la voie royale, c'est une voie pour moi qui est risquée parce que vous pouvez très bien vous en sortir avec une très très bonne école d'ingénieur, type Télécom, type Centrale, comme vous pouvez très bien également vous sortir avec rien du tout si vous n'avez pas les notes requises en DUT. Vous vous trouvez avec le risque de ne pas pouvoir intégrer l'école d'ingénieur, tout simplement, en fait. Bon, c'est assez rare, hein. Globalement, si vous arrivez en unité avec le plus de vous dire, enfin, en vous disant j'ai envie d'intégrer une école d'ingénieur, je dirais qu'il y a 90% de chances que vous intégriez une école d'ingénieur en sortie, mais peut-être pas celle que vous voulez. Donc voilà, c'est un pari assez risqué parce qu'il faut vraiment se démarquer dans les premiers promos euh, pour intégrer une école d'ingénieur, enfin une très bonne école d'ingénieur derrière. Et puis, peut-être un peu plus de milieu de promo, peut-être pour intégrer une école d'ingénieur tout court, mais voilà. Ça, c'était plus pour mon parcours à moi. Je vais passer la parole maintenant à Steve, si tu veux bien parler de ton parcours qui est un peu différent. Donc, bonjour tout le monde déjà. Donc moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu différent de Paul parce que j'y reviendrai un peu après, mais j'ai pas eu forcément eu le choix d'aller en DUT en fait. C'était un peu par chance et même, enfin, voilà, du coup, j'y reviendrai après, mais voilà. Moi au lycée, j'étais un élève très sérieux. Je travaillais pas mal, mais j'avais des lacunes dans certaines matières. Par exemple, tout ce qui était langue, histoire, etc. Enfin, je travaillais vraiment pas et du coup, bah, au bac, ça s'est ressenti. On pourra en discuter avec Bastien après, mais tous les deux, on est ceux qui a la plus petite moyenne au bac de télécom. Donc voilà, ça ne nous empêche pas de travailler et de valider l'année, donc c'est le principal. Donc après, donc, l'UT, comme je l'ai dit, c'était pas un choix. C'était mon 13 ou 14e choix, je crois, sur Parcoursup, parce que pour moi, je voulais vraiment aller en prépa. Pour moi, c'était la seule façon en fait, d'accéder à une école d'ingénieur après. Ce qui est faux au final, parce que, bah, comme l'a dit Paul, il y a peut-être 90%, 95% des promos de DUT qui se retrouvent bah, du coup en prépa et pas que. Il y a beaucoup aussi de licences, etc., qui accèdent aux écoles d'ingénieurs, donc enfin, c'est une idée un peu reçue. Même si c'est vrai que les prépas permettent d'accéder aux grandes écoles, mais voilà, enfin, il y a pas que ça, disons. Et donc du coup, pourquoi pas la prépa? Parce que j'ai apparemment pas les notes suffisantes, et bah, du coup, j'ai pas été pris. J'ai eu mon 12e choix qui était l'UT de Vélizy, donc Vélizy. Et donc, je me suis retrouvé là-bas en génie électricité et informatique industrielle. Donc, enfin, c'est beaucoup de systèmes embarqués, d'informatique aussi. C'est une part vraiment importante. Du coup, voilà. Je vois aussi un peu d'énergie, donc c'est assez varié. Et on voit on voit même beaucoup de choses. Et c'est un des DUT qui, disons, le plus général, enfin généraliste, parce qu'on fait aussi un peu de réseau donc comme Paul, etc. Même si c'est moins poussé, enfin, on voit beaucoup de choses. Et du coup, ça permet de mieux définir son avenir par la suite. Qu'est-ce que j'en retire du coup de l'UIT? Bah, pour moi, au final, je me suis retrouvé à l'UIT un peu par chance, parce que même si au début c'était un peu une roue de secours pour moi, parce que si j'étais pas pris en prépa, c'était enfin, une possibilité, et ce qui au final s'est passé. Bah, au final, je pense que si j'aurais pas fait de DUT, je serais clairement pas à Télécom, parce que si j'avais eu une prépa, bah, j'aurais eu une prépa pas ouf, on va pas se mentir. Et donc, du coup, j'aurais clairement pas atteint une grande école et j'aurais eu une école, disons, d'ingénieur plus classique, et bon, ce qui est pas plus mal, mais disons que enfin, sans l'UT, je serais clairement pas là et sûrement pas dans vous. Donc, bah, franchement, je remercie franchement l'UT, et c'est pour ça qu'en vrai, je suis redevable, parce que bah, ça a un peu changé mon parcours, et je pensais clairement pas, initialement, accéder à une grande école. Enfin, pour être honnête, je connaissais même pas les grandes écoles avant d'arriver à l'UT, et donc, bah, je pouvais pas me projeter et me dire je vais aller dans une grande école. Je les connais pas, donc voilà, c'est grâce à l'UT que j'ai pu les découvrir et au final atteindre une grande école. Donc pour répondre à la question, est-ce que je me voyais à Télécom? Bah, du coup, pas du tout. Parce que je me voyais pas du tout dans une grande école, donc voilà. Sachant que aussi j'étais dans une zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, donc c'est pas la voie royale, et puis on mise pas trop sur nous pour accéder à une grande école, donc voilà, je reviens de loin, quoi, disons. Et
comment nous sommes arrivés à Télécom, donc ça je t'ai dit, et un petit mot sur les écoles d'ingénieurs. En vrai, ça change beaucoup par rapport à l'UT. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, par exemple tout ce qui est théorique, ça, on n'avait pas trop fait à l'UT, je trouve. Là, c'est un peu plus théorique, mais je trouve que l'ambiance, notamment à Télécom, est vraiment géniale, et même si la majorité c'est des prépas, je trouve qu'en tant qu'IT, on a été vachement bien accueillis, et l'ambiance cette année était cool, même si moi elle était raccourcie. On sait très bien pourquoi, mais franchement, je trouve que j'ai passé une bonne année, enfin, de ce qui en a été, et ouais, c'est très positif pour le moment, le passage en école d'ingénieur. Voilà, donc je laisse la parole au suivant. Merci Steve. Du coup, pour moi, j'ai un parcours qui est un peu similaire à celui de Steve, au moins au début. Donc j'étais un mauvais élève au lycée, j'ai redoublé ma première et j'ai pas eu de mention au bac. Mais, euh, mais moi, je savais dès le début que je voulais devenir ingénieur et je m'intéressais pas mal à tout ce qui était informatique et nouvelles technologies. Donc je me suis inscrit dans beaucoup de prépas, mais je les ai pas eu, bah, comme pour Steve, à cause de mon dossier qui était pas bon. Et ensuite, je me suis pas inscrit en DUT, mais moi, je me suis inscrit dans des écoles d'ingénieurs post-bac. Et j'ai réussi à obtenir Télécom Saint-Étienne, qui est sur le concours Guépy Polytech. Euh, donc, c'est pas vraiment comme pour les autres qui étaient en DUT. J'étais en prépa, mais une prépa intégrée, dans laquelle j'ai pu valider un DUT. Et, euh, et comment dire, à partir de, une fois que j'ai intégré Télécom Saint-Étienne, j'ai voulu reprendre un peu ma scolarité en main et j'ai voulu me mettre à travailler. C'est pour ça que, enfin, c'est comme ça. Je me suis dit dès le début que je voulais pas rester là-bas et que je voulais avoir Télécom Paris parce qu'il y a une passerelle entre les deux qui est accessible pour les bons élèves de Télécom Saint-Étienne. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans pour pouvoir atteindre Télécom Paris. Euh, moi, je pense que ce qui est très différent entre la prépa et la prépa intégrée, c'est que quand on est en prépa classique, tout le monde veut atteindre les grandes écoles. Et donc, comment dire, tout le monde autour de soi travaille. Et même si, comment dire, on n'est pas vraiment motivé par les grandes écoles, ben, j'imagine que les gens se mettent quand même à travailler pour rester au niveau avec les autres. Alors que dans une prépa intégrée, par exemple, l'objectif est seulement de valider. Et donc, beaucoup d'élèves travaillent juste ce qu'il faut pour valider. Et quand on veut, comment dire, quand on veut atteindre, du coup, par exemple, pour moi, comme je voulais majorer pour pouvoir atteindre Télécom Paris, à ce moment-là, il faut avoir une certaine capacité d'autonomie du travail pour, euh, pour pouvoir avoir de bons résultats, malgré le fait qu'on soit entouré par des gens dont c'est pas forcément l'objectif. Hum, du coup, et qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui? Du coup, les formations comme ça, comment dire, le DUT, c'est une formation intéressante pour les personnes qui sont pas très théoriques. Enfin, et permet à des personnes, comment dire, qui ont des lacunes dans certaines matières, par exemple, je pense au français et à l'anglais, qui ont dans les concours de prépa de gros coefficients. Et, euh, et du coup, c'est, comment dire, si on n'est pas bon dès le lycée en anglais et en français et qu'on va en prépa, on va pas forcément avoir le temps de les travailler. Et donc, ça va être très pénalisant. Or, si on fait un DUT, comment dire, ça va être des matières qui auront des coefficients peu élevés. Et donc, même avec des lacunes dans ces matières-là, on peut quand même bien s'en sortir. Et est-ce que du coup, oui, moi, je me voyais faire télécom dès le début, puisque j'ai intégré Télécom Saint-Étienne. Et, euh, et voilà mon parcours. Je vais laisser la parole à Antoine pour qu'il nous explique son parcours. Ouais, merci Bastien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On m'entend, c'est bon. Du coup, moi j'étais un peu comme Steve et Bastien, je n'étais pas un très bon élève au lycée, enfin je travaillais pas, mais maintenant j'étais dans un bon lycée qui s'appelle, enfin c'est Fénelon-Sainte-Marie à Paris, donc c'était plutôt un bon lycée, on ne parlait pas du tout d'IUT au lycée, donc je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était par l'école, parce qu'en fait je savais que mon frère en avait fait un, et que lui avait atteint une grande école, donc je savais que c'était une voie possible. Maintenant je pensais plutôt que, je pensais que la prépa c'était la voie d'excellence et qu'il fallait faire ça pour faire une grande école.
Du coup, sur APB, enfin l'ancien Parcoursup, j'avais demandé principalement des prépas. Au final, j'ai été refusé. Et donc, c'est mon 18e ou 19e vœu qui a été gardé, qui était un UT Géodésie. Donc, ce que je me suis dit, en fait, dès que je suis arrivé à l'UT, enfin, dès que j'ai su que j'avais ce résultat-là, moi, je savais que qu'on pouvait malgré tout faire une grande école grâce à mon frère. Donc, dès le début, je me suis motivé à travailler. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être une des difficultés de l'UT, c'est que, contrairement à la prépa, vous ne serez pas poussé à travailler. Vous serez entouré de gens qui n'ont pas forcément envie de faire plus d'études par la suite, donc qui seront contents de valider et qui ne vous pousseront pas à donner le meilleur de vous-même, disons. Maintenant, j'ai trouvé ça pas trop compliqué de travailler dans ce cursus-là parce que c'est très intéressant à faire, c'est beaucoup de pratique. Donc c'est limite amusant, tous les TP, tout ça. Enfin, moi, je trouvais ça assez divertissant comme étude. Du coup, moi, dès le lycée, en fait, je voulais faire une grande école, donc ça n'a jamais été. Même si au lycée, on me disait que fallait que je m'accroche pour que je devienne ingénieur, mais bon. Donc c'est jamais quelque chose que j'ai remis en question. Et naïvement, j'ai toujours pensé que je pourrais faire une grande école. Donc, au final, ça a payé. C'est peut-être un peu naïf. Comment je suis arrivé? Qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait? Je sais pas mon année s'est super bien passée. Je suis resté assez pareil moi-même. J'ai pas énormément travaillé, mais j'ai validé sans trop de problèmes. Enfin, c'est faisable quand en sortant du UT. C'est pas un mur impossible à franchir. Maintenant, voilà, il y a certains camarades comme Paul qui travaillent énormément, qui ont de très bons résultats, d'autres qui travaillent un peu moins et qui ont des résultats corrects quand même. C'est pas infaisable et au final, j'ai pas ressenti de problème avec ceux qui venaient de prépa. Il y avait un peu quelques blagues, mais c'est pas problématique, c'est plutôt amusant. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait le tour, Paul? C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment. N'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Et je vais passer la parole à Pascal. Et bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Pascal. Bon alors tout d'abord je m'excuse pour l'absence de caméra. Mais alors moi, pour ce qui est de mon cas, je pense qu'il y en a certains qui se reconnaîtront dans mon profil que j'avais au lycée. J'étais le genre d'élève qui avait des résultats très très corrects, sans avoir à forcer énormément. J'étais pas spécialement motivé, j'avais pas d'ambition ni rien, mais juste j'avais un groupe de potes avec qui on travaillait et on avait des plutôt bons résultats quoi. Le bac est arrivé et on savait toujours pas ce qu'on voulait faire exactement, donc ça s'est fait un petit peu au pif. Pour tout vous dire, j'hésitais entre faire de l'art et aller en licence. Donc une chose dont j'étais sûr, c'est que j'avais pas envie d'aller en prépa parce que j'avais pas assez travaillé, enfin j'avais pas assez de volonté de travailler pour aller en prépa et je le savais. Euh, Au final, APB a décidé pour moi et j'ai intégré une licence scientifique généraliste. Donc c'est une licence un peu spéciale. Je suis arrivé dans une licence qui s'appelle Villebon-Georges Charpak, qui qui prend, enfin qui est un espèce de tremplin pour aller dans des grandes écoles en fait, qui a pour volonté d'avoir des méthodes pédagogiques innovantes, qui recrute par petites promotions, dans lesquelles on a une très bonne entente, une très bonne cohésion. Bon, je vous recommanderais bien cette licence, mais normalement vous avez tous déjà reçu vos résultats. Euh, en fait, pour ce qui est de mes ambitions à l'origine, enfin, j'avais vraiment pas comme objectif de rentrer dans une grande école comme Télécom Paris. Je m'étais même dit au moment de mon bac, j'ai vraiment pas envie d'être ingénieur. Les maths, ça fait super mal à la tête. Et je me disais, c'est bon, j'ai passé mon bac, c'est terminé en fait. J'aurais plus jamais à faire des maths de ma vie. En fait, pas du tout. Donc, dans ma licence généraliste, j'ai fait un petit peu de toutes les matières, des maths, de la bio, de l'ingénierie, de l'élec, physique, un peu toutes les matières scientifiques. Ça revient un peu à faire une prolongation du bac, en fait, enfin, d'une prolongation, pardon, du lycée. Euh, et ça a été un petit peu le moment de voir un petit peu tout ce qui existe et de se passionner un petit peu pour les sciences, etc. Et ça m'a redonné la motivation de travailler. Je me suis fait de très bons amis avec qui j'ai appris à travailler, on se motivait entre nous, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des bons résultats, à quasiment majorer la licence et pouvoir
pouvoir être admis en admission parallèle dans une grande école comme Télécom Paris. Ça, j'en suis très content. Le principal revers de cette chose-là, bien que ce soit une très bonne expérience, hein, c'est que moi je sais qu'à l'entrée, j'ai un peu ressenti un syndrome de l'imposteur, dans le sens où t'es au milieu de plein de gens qui sont battus comme des chiens dans les concours, qui ont travaillé toute la journée jusqu'à des heures pas possibles. Et bah, moi, j'ai passé 2 entretiens. On m'a dit, ah ouais, c'est sympa ce que tu as fait. Et puis, ils m'ont dit, viens dans notre école, quoi. Donc, ça met un certain temps de se remettre au niveau des autres et de se dire que même si t'as pas fait le même parcours que les autres, t'as aussi un peu de mérite d'être là, quoi. Hum, Sinon, pour ce qui est du coup de mon année à Télécom, moi ça s'est bien passé. Enfin, comme mes camarades, on a tous validé. Bien sûr, ça demande plus de travail que les expériences qu'on a par le passé. Mais la principale différence que je retiens par rapport à un cursus classique, c'est que généralement, enfin pour mon cas, j'ai fait une licence donc en 3 ans. Euh, Par rapport à une prépa où ils ont poncé toute la théorie, etc. En 3 ans, j'ai eu le temps de voir beaucoup plus de choses différentes, même si c'était de manière beaucoup moins poussée. Et j'ai eu beaucoup plus l'occasion de découvrir des projets, de faire des choses concrètes. Bah, comme mes camarades qui ont, pour certains, ont fait de l'alternance. On a une expérience qui est différente en fait. Et même si on est moins rapide en exécution pour certaines choses, il y a des choses qui ressortent, notamment dans les projets. On est pour certains plus doué à présenter les choses, à faire des présentations, euh, et tout ce qui va autour en fait des compétences théoriques qui sont requises dans un bon déroulement d'un projet, quoi. Voilà, ça va être à peu près tout ce que j'avais à dire. Du coup, je crois que je prends la suite. Vous m'entendez bien? Ouais, Ouais, oui, on t'entend. je prends l'introduction. Ah, pardon. Non, vas-y, t'en fais pas. Je suis lancée. Du coup, moi, je suis Marie-Belle Villefaux, donc je suis pas à Télécom. Je suis dans une autre école d'ingénieurs qui s'appelle Les Sylves, qui est une école post-bac. Et j'ai eu un parcours très différent des autres parce qu'en fait, moi, j'ai mis longtemps, enfin longtemps. J'ai eu quelques petits soucis d'orientation, quoi. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai fait donc un bac scientifique. Au lycée, j'étais quelqu'un de travailleur, j'y arrivais très bien, j'avais d'excellents résultats. Et j'avais fait une spécialité maths. Et à la fin, donc, quand il a fallu choisir ce qu'il fallait faire l'année prochaine, j'en avais pas la moindre idée. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire des sciences, mais je savais pas exactement quoi ou comment. Du coup, j'avais pas envie tellement de poursuivre dans les maths. Ça m'avait pas tellement intéressée. Donc, je suis allée en médecine, donc en PACES. Je suis arrivée en PACES, j'ai fait la prépa. On peut faire des prépas privées pendant les premières années de médecine, donc j'avais fait ça tout mon été, c'était horrible, je détestais. Et au bout de quelques semaines, j'ai tout de suite compris que j'étais pas à ma place. J'étais à l'école de médecine de Versailles-Saint-Quentin, qui est très orientée dans la physique, et c'était la matière qui me passionnait le plus, où je travaillais très bien, où j'avais toujours d'excellents classements au concours blanc dans cette matière-là. Du coup, j'ai cherché à me réorienter dans ce domaine. Donc, du coup, j'ai pris directement contact avec le directeur de la licence de physique de Versailles, qui m'a reçue. Et on a un peu discuté de mon cas. Et il m'a proposé de rentrer pour le second semestre de l'année à la licence de physique de Versailles. Et après, comme au vu des résultats que j'avais eus au lycée, etc., on m'a proposé de rentrer dans une double licence, donc mathématiques et physique. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas hyper forcément connu. Moi, je n'avais pas la moindre idée avant d'arriver à la fac. En fait, on fait 2 licences en même temps, donc littéralement. On a quelques matières en commun, donc c'est faisable, mais c'est beaucoup d'heures de cours par semaine. J'avais des semaines à 45 heures de cours. Et du coup, j'ai fait ça pendant jusqu'à la fin de ma L1. On m'avait dit tu viens et tu prépareras ton redoublement. Et bon, bah, j'ai réussi à tout valider sans rattrapage et à rattraper mon retard même sans avoir fait le premier semestre. Donc c'était cool. Et ensuite j'ai poursuivi donc en licence 2. Et ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai pensé à faire de l'enseignement, donc j'ai pu faire un stage où j'ai donné des cours de mathématiques dans un collège à Nanterre. Et j'ai compris que je voulais pas être enseignante non plus.
Et du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai discuté avec des étudiants qui avaient fait d'autres écoles d'ingénieurs. Et j'ai postulé à l'ESILV. En fait, pourquoi l'ESILV? Parce qu'en fait, j'ai postulé qu'à cette école-là. Parce que il n'y a pas énormément d'écoles déjà qui recrutent à Bac+2 en fac. C'est plutôt Bac+3 où on passe des concours. À Bac+2, il y a toutes les écoles post-bac. Il y a aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a les arts et métiers et les petites mines, mais à vérifier. Et je voulais faire de l'alternance. Et donc là, ça réduisait carrément parce qu'il fallait une école qui recrute à Bac+2 et qui propose de l'alternance. Parce que j'avais pas envie de poursuivre en L3 de double licence parce que les maths, moi, comme je vous l'ai dit avant, ça ne m'intéressait pas plus que ça et je trouvais ça très difficile et ça me demandait beaucoup de travail. Donc je savais que ce serait de pire en pire. Et donc du coup, je suis rentrée à l'ESILV, donc en même temps que les gens qui venaient de prépa. J'ai intégré l'école comme eux, alors que moi j'avais juste fait 2 ans de faculté, voire même 1 an et demi en fait, parce que j'avais jamais fait le premier semestre. Et j'ai pas fait de l'alternance tout de suite, pas pour la première année, parce que j'avais peur. J'avais peur de pas avoir le niveau et de galérer, et je me sentais pas de rentrer en entreprise tout de suite. Donc du coup, j'ai fait mon année, ça s'est très bien passé, j'ai été dans les meilleurs de la promo. Et du coup, j'ai pu rentrer en alternance pour mes 2 dernières années d'études. Donc là, je viens de finir l'équivalent de la 2e année du cycle ingénieur. Et je suis donc en alternance dans une filiale d'Engie qui s'appelle Storengy. C'est la filiale qui gère le stockage de gaz naturel en France, en Allemagne et en Angleterre. Et voilà, donc moi j'ai une spécialisation dans les énergies et j'ai pris une option dans les objets connectés et l'IoT. Et ça se passe très bien. Donc si je devais revenir sur mon parcours, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, je pense que la fac, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de l'ouverture d'esprit, énormément. Parce que ça m'a permis de faire d'autres choses, de côtoyer d'autres gens et de pas être qu'avec des gens qui avaient le profil prépa. Et ça, c'est une grande chance. Ça m'a permis de faire d'autres matières aussi. J'ai fait énormément de théorie, mais enfin, oui, j'ai fait beaucoup de théorie, mais j'ai aussi pu avoir des cours, par exemple, d'histoire de l'art. J'ai pu faire un stage dans un collège où j'ai donné des cours de mathématiques. Enfin, c'était vraiment hyper enrichissant. J'ai pu voir des gens qui venaient de partout, parce qu'à la fac, il y a de tout. Il y a des gens qui se réorientent, il y a des gens qui viennent de prépa et qui ont complètement craqué. Il y a des gens qui savaient pas du tout quoi faire. Il y a des gens qui ont 25 ans, qui sont en reprise d'études. Enfin, c'est vraiment une super chance. Et la double licence, ça m'a appris à beaucoup travailler aussi, parce que c'était un rythme très soutenu. Et ça m'a pas fait de... Enfin, j'ai pas trouvé que j'avais du retard en arrivant. J'avais très peur aussi d'être... j'avais peur d'être en retard, de pas comprendre, surtout en mathématiques. Et finalement, je pense que du fait d'avoir eu un background de faculté, j'avais beaucoup d'autonomie et une bonne capacité de travail. Et contrairement à des gens qui sortaient de prépa et qui se sont dit c'est bon, on a fait le plus dur et maintenant c'est tranquille, on est à l'école et ça va être facile. J'ai toujours continué à travailler régulièrement et à m'investir parce que moi j'avais choisi d'être là, j'avais choisi mon école, j'avais choisi exactement le cursus que je voulais et j'avais eu le temps de réfléchir à ça. Et du coup, j'ai continué à bosser et finalement, même s'il y a très très peu de gens qui après seulement un bac+2 rentrent dans des écoles, je suis dans le major de ma spécialité et ça se passe très bien. Et pour ce qui est de l'alternance, justement, mon autonomie acquise à la fac, ça me permet d'avoir beaucoup de... ça m'a permis de bien m'épanouir dans mon entreprise. Je pense que, enfin, j'ai pas mal de retours positifs pour l'instant, comme quoi j'ai beaucoup de curiosité et que je suis force de proposition. Et je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai eu un parcours un peu différent et que j'ai pu côtoyer beaucoup de gens différents, de milieux différents, avec des aspirations différentes, et voilà. Et juste pour conclure, je voulais juste dire un petit mot sur le fait que pour toutes les filles qui sont qui peut-être assistent à la conférence, il y en a, j'espère, qu'il faut surtout pas s'auto-censurer et se dire je suis bonne en sciences, je vais aller faire de la biologie ou de la médecine. Que en fait vous avez tout à fait votre place en licence de maths, en école d'informatique, parce que mon école est très orientée informatique aussi. Et même dans mon entreprise, moi, sur une équipe, sur un site où on est une soixantaine, on est 4 filles et je suis la seule à faire des sciences. Et ça se passe bien et il n'y a aucune raison pour que ça se passe moins bien pour vous que pour quelqu'un d'autre. Et il faut surtout pas, même si on n'a pas forcément d'idée de modèle féminin qui font de l'ingénierie dans notre famille ou dans nos proches, bah, c'est à vous
de vous lancer et il n'y a pas de raison pour que ça se passe moins bien que les autres. Au contraire, on est même parfois un peu favorisé à l'embauche parce que justement, ils essayent d'encourager les filles à se lancer, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je sais pas si vous aurez des questions plus tard. Merci beaucoup, Marie. Et donc, le dernier intervenant, Kylian, je te laisse la parole. Oui, bonjour, je sais pas si on m'entend. Et puis, si on t'entend parfait. Ok. Donc bonjour, donc, moi je m'appelle Kylian Trincard, donc je suis actuellement à l'INSA donc de Rennes. Donc pour présenter mon parcours, j'ai fait un lycée général avec une filière scientifique, donc S. Donc moi, ce que je voulais faire, donc c'est être ingénieur. Donc je savais que je voulais être ingénieur dans les nouvelles technologies. Je savais pas exactement quoi. Et puis le métier d'ingénieur c'est vaste, ça peut être dans tous les domaines. Donc pour faire une école d'ingénieur, donc il faut faire une classe préparatoire parce que au début, ça me faisait un peu peur, la charge de travail m'effrayait et tout ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas justement faire un DUT plus technique qui me permettra de découvrir plus d'applications techniques. J'ai donc fait un DUT réseau et télécommunications. Donc voilà, ce DUT m'a permis de découvrir de nouveaux aspects un peu plus pratiques et moins théoriques, je dirais des maths et de la physique, où c'est beaucoup de calcul. Donc je savais qu'une fois dans ce DUT, moi mon objectif c'était justement de poursuivre en école d'ingénieur. Donc justement de bien réussir le DUT pour obtenir un bon dossier et ensuite m'offrir plus de chances aussi dans les différentes écoles d'ingénieurs qui se présentent à moi. Donc une fois ce DUT terminé, j'ai postulé à plusieurs écoles d'ingénieurs. Il y en a plusieurs qui proposaient l'alternance. Et il y en a d'autres, comme l'INSA de Rennes ou d'autres qui proposent justement pas d'alternance, qui eux, c'est plus des stages pour l'expérience professionnelle. J'ai choisi de choisir l'INSA de Rennes en alternance. Donc la filière de l'INSA de Rennes s'appelle électronique et conception, développement et innovation. Donc c'est une alternance, c'est une filière en alternance sur 3 ans. Donc moi j'ai fait une alternance avec donc Thales Alenia Space et donc la filière espace de Thales qui est située à Toulouse. Donc même si mon école était à Rennes, au vu du rythme de l'alternance, donc c'est-à-dire que c'est 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise, au niveau transport logistique, donc ça me convenait. Donc j'ai choisi de faire justement l'alternance après mon DUT. J'avais la possibilité de le faire pendant, mais en post-bac, personnellement, je me sentais pas prêt. Après, ça c'est un choix, une maturité, tout ça. Je me sentais pas prêt, voilà, à être en entreprise. Je voyais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire. J'avais pas de connaissances à part un niveau bac. Donc j'ai préféré rentrer dans le monde de l'entreprise plutôt, donc en bac plus 3, donc 3e année d'école d'ingénieur. Ce que j'aime bien dans l'alternance, c'est justement que ça permet de découvrir le monde professionnel et un peu la pratique, parce qu'on voit des notions en cours dans différentes matières et on voit justement l'application concrète, à quoi ça peut servir, dans quel projet ça s'intègre et tout ça. C'est vraiment un point positif, ça permet aussi si on en a marre justement de beaucoup trop de théorique, de tout ce qui est cours magistraux dans les amphithéâtres et tout ça, ça permet justement de faire autre chose, de faire du pratique beaucoup plus que les travaux pratiques. Voilà, donc sinon, l'entreprise aussi, donc on découvre aussi le monde de l'entreprise, que ce soit d'un niveau administratif avec la hiérarchie, les responsabilités, la ponctualité, l'administratif, le fait de poser des congés, etc. Je trouve que c'est un pas dans l'entreprise beaucoup plus grand que les stages que vous avez en cycle d'ingénieur. Et donc voilà, après pour mes retours de mon parcours, je peux vous donner plus de détails si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup, Kylian, pour ton témoignage. Maintenant, on va essayer de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser. Je vois qu'on a déjà eu des questions, notamment sur comment fonctionne un UT, donc ça, on peut peut-être commencer à y répondre déjà, sachant que c'est pas très compliqué, ça ressemble beaucoup au lycée en fait. C'est vraiment dans la prolongation du lycée, vous êtes vraiment accompagné par les profs, vous êtes dans des classes de je dirais 30, ça dépend des gens, mais moi je sais que dans le nôtre, on était avec Yann, on était très, très suivis par les profs. Et puis la seule différence avec le lycée, en fait, c'est simplement les matières. Nous, on était en réseau de télécommunications, donc
les matières tournaient autour de, on avait beaucoup de physique, on a eu des maths, mais pas les maths de prépa, loin de là. Je dirais que les maths, si on devait faire un parallèle, c'est vraiment la prolongation des maths de lycée. C'est beaucoup de calculs, beaucoup de méthodes. En fait, on voit très peu de choses très théoriques en mathématiques. Ensuite, dans la physique, ça va être très lié à ce que vous faites. En fait, dans le réseau de télécommunications, nous, ce qu'on faisait en physique, c'était très orienté électromagnétisme, propagation, antenne, tout ça. C'est des choses que vous allez refaire en école d'ingénieur par la suite. Et sinon, les matières qu'on a, bah, nous, c'était du réseau, forcément, à presque 50%. Donc, tout ce qui tourne autour, cybersécurité, réseau d'entreprise, enfin, bref. Voilà, en gros, c'est la seule différence notable avec le lycée. Et au niveau de la notation, c'est pareil, vous êtes noté sur, bon, comme on peut voir, vous êtes noté sur 20, il n'y a pas de différence. Nous, on avait quelque chose qui est pas, enfin, je sais pas si vous les aviez, vous, dans vos unités, mais nous, notre classement était affiché à chaque contrôle. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les unités. Mais voilà, donc moi, c'est la seule différence vraiment que j'ai notée avec le lycée, c'est vraiment dans la prolongation du lycée. Même au niveau charge de travail, c'est pas forcément différent. Après, faut pas aller en DUT en se disant je vais pas travailler parce que là, pour moi, c'est genre de se foncer dans le mur. Si vous rentrez en UT en disant je vais pas travailler, je vais intégrer une bonne école d'ingénieur, euh, ouais, c'est pas la bonne mentalité à avoir du tout. Faut travailler, c'est pas la même charge de travail qu'en prépa, mais c'est pas non plus le même travail. En fait, un travail beaucoup plus pratique. Donc, ça plaira pas à tous les profils, évidemment. Euh, donc voilà. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, j'ai juste ajouter quelque chose. Je sais pas si tu l'as dit, mais à l'UIT, enfin pour le mien du moins, on était noté sur le contrôle continu et pas par une semaine de partiel ou autre, comme il peut y avoir dans certaines facs ou autres. Donc, du coup, c'est vraiment tout au long de l'année où on est noté et du coup, on peut toujours se rattraper si heureusement il y a eu un contrôle qu'on a loupé ou autre. C'est toujours moyen de se rattraper si on en loupe un ou deux, mais après, faut pas non plus passer à côté de tous les contrôles. Mais voilà, le contrôle continu permet de se rattraper, quoi. Je sais pas Également, si je vous me voulez. permets d'ajouter, donc Pardon. j'étais dans le même unité que Paul, vous savez. Je trouve la différence ici, c'est au niveau de la présence. Je sais pas quand c'était dans les autres unités, mais nous, donc la présence est obligatoire en fait à chaque cours, contrairement à la fac par exemple où l'appel n'est pas effectué dans chaque cours magistraux. Voilà, c'est aussi il y a une assiduité à avoir en DUT. Donc comme l'a dit Paul, c'est vraiment la continuité du lycée. Exactement. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail sur la présence. Comme maintenant vous êtes considérés comme des adultes, en fait, enfin, parce que vous êtes des adultes dans votre unité, les professeurs, il faut savoir que les professeurs ou la vie scolaire, parce que ça s'appelle encore la vie scolaire, en tout cas chez nous ça s'appelle la vie scolaire, ne regardent plus du tout vos parents, ils vont plus du tout passer par vos parents, c'est-à-dire que si vous êtes absent, c'est vous qui aurez des problèmes. Et ça, en prépa, typiquement, c'est pas le cas. Donc, on commence à vous responsabiliser là-dessus. C'est pas non plus des grosses responsabilités. C'est-à-dire que si vous, en gros, vous avez le droit à 3 absences injustifiées par semestre, il me semble. Et dans le cas où vous en avez plus, vous avez un 0 suspensif dans un UE. C'est-à-dire que vous avez 0 sur l'intégralité du bloc de matière. Que vous pouvez enlever ce 0, vous pouvez le faire, le suspendre, en fait, si vous vous représentez au cours. En gros, c'est ça qui se passe en cas d'absence. Et je pense que c'est pareil, Antoine, tu me confirmes, je pense que c'est pareil dans tous les unités. Donc c'est pareil dans tous les unités. En tout cas, dans le tien et dans le mien, ça fait déjà deux. Voilà. Alors ensuite, on avait une question sur, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, mais sinon on avait une question sur la fac, et donc là, je vous laisse la parole plus aux concernés parce que c'est pas vraiment ce que j'ai fait moi. Donc, Du coup, je suis le seul à être passé par la fac. Ou... Bah, moi aussi, du coup. Ok, bah, je peux commencer par donner quelques petits éléments. En fait, moi, je suis passé par la fac, mais dans une école un peu plus spécialisée, donc j'ai pas eu à proprement parler des cours en amphi qui sont un peu vos signatures de la fac. Mais grosso modo, la question demandait plus précisément quelles sont les différences entre la fac et la prépa. Je pense que c'est pas la même. C'est pas les mêmes méthodes de travail déjà. La fac, je pense que ça demande une plus grande autonomie des étudiants, dans le sens où bah on parlait de l'absentéisme à la fac, on est tenu seulement d'assister aux cours de TD et les amphis, si on pense pouvoir travailler autrement et ne pas y assister, on peut le faire en fait. Dans une prépa, de ce que j'en sais, le travail personnel qui est demandé, il est beaucoup plus encadré.
on acquiert plus des méthodes de travail, on apprend plus à travailler. Enfin, on a plus de méthodes qui viennent de la prépa par rapport à la fac. Et sinon, donc ouais, je recommande plus la fac à des gens qui savent ce qu'ils veulent faire et qui s'attaquent à un milieu précis. Là où la classe préparatoire, elle prépare plus elle ouvre plus de portes. Enfin, ça, c'est un truc très générique que je déteste, mais dans le sens où avec une prépa, on peut aller à plus d'endroits différents que par par des cours d'université, quoi. Moi, je peux ajouter un truc juste sur l'évaluation à la fac. Après, je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais du coup, moi, j'avais donc des grands instituts où on était 400 à assister au même cours et on pouvait pas trop poser de questions. Enfin, on peut toujours, mais il faut oser, quoi. Moi, la différence aussi que j'ai notée quand je suis rentrée à l'école, c'est que quand moi j'étais évaluée, c'était moitié contrôle continu, moitié partiel. Et nos contrôles, enfin nos examens, c'était plus, disons, des problèmes à résoudre. On n'avait pas, en fait, quand on était en cours ou même en TD, contrairement aux gens de prépa, par exemple en maths, nous, on nous inculquait pas une méthode à appliquer qui nous permettait de résoudre Enfin, c'était beaucoup moins pré-mâché, si je peux me permettre l'expression, mais c'est vraiment ça, quoi. Quand on avait des problèmes de maths, nous, on nous présentait les choses, on nous démontrait tout, et on pouvait très bien nous demander de démontrer en fait, ce qui pouvait arriver, par exemple, et ce que j'imagine moins dans des exercices de prépa, par exemple, c'est qu'on pouvait arriver à un partiel où on nous présentait une notion mathématique qu'on ne connaissait pas, et où on avait des problèmes à résoudre à ce sujet, donc il fallait s'adapter au problème et proposer des solutions. Je trouve qu'il y avait plus un aspect recherche, c'était peut-être plus orienté recherche, en fait, ça. Et du coup, un peu plus créatif. Bon, ça reste des maths et de la physique, mais dans la méthodologie appliquée pour résoudre le problème. Alors que quand je suis arrivée en école, j'ai vu que ceux qui avaient fait prépa, des fois, ils voyaient telle intégrale, ils savaient exactement qu'est-ce qu'il fallait faire comme étape pour la résoudre. Et ils avaient vraiment des exercices types qui connaissaient exactement les méthodes à appliquer. Et du coup, en fait, ils allaient même des fois plus vite. Mais voilà, c'était là, je pense qu'il y a eu vraiment une différence d'enseignement. Et voilà. Et on est moins cadré, ça c'est clair. Genre, on est vraiment tout seul et c'est à nous de de nous mettre à bosser. Et si jamais t'arrêtes d'aller en cours et si jamais t'as 0 de moyenne, tout le monde s'en fout et personne va venir te dire ah non, c'est pas bien ou ah t'as des difficultés. Non, enfin, vraiment tout le monde s'en fout de toi. Les profs, ils en ont rien à faire, ils savent même pas qui tu es. Donc beaucoup d'autonomie, quoi. Mais il y a une grosse différence au niveau du feedback. Parce Mm. qu'en prépa, le feedback il est permanent en fait. Tu vas tout le temps te comparer, tu vas tout le temps te comparer aux autres. Combien est-ce que tu as eu au dernier concours blanc? Est-ce que tu vas y arriver, etc. C'est pas les mêmes motivations à travailler en fait finalement. Pour vraiment bien réussir à la fac, il faut être intrinsèquement très très motivé et savoir ce que tu veux faire, quoi. D'un autre point de vue, donc ouais, on a un peu parlé des méthodes d'évaluation. À la fac, enfin, généralement, le plus courant, c'est qu'il y a des grosses périodes de partiels, là où tu dois, sur un intervalle très court, avoir beaucoup d'examens. Euh, donc ça demande bien sûr d'avoir été organisé, d'avoir travaillé depuis le début sur les trucs, parce que tu peux juste pas tout réviser au dernier moment, quoi. Il me semble qu'en prépa, il y a un peu plus de contrôle continu. Je pense pas dire une bêtise en disant ça. Voilà, j'espère que ça répond à la question en tout cas. Je sais pas si vous y avez répondu, mais il y a une autre question sur la fac. Il n'y a pas un cours spécial où vous pouvez poser vos questions à la fac, justement? Je sais pas si vous y avez répondu, mais... Bah, du coup, il y a les amphithéâtres où là, on a le cours magistral, où là, on peut se retrouver à être 400 dans la même pièce et pendant 2-3 heures, on écoute le prof. Et il y a pas, enfin, on peut toujours poser des questions, mais après, c'est moins. Enfin, le prof, il ne va pas répondre à 400 personnes. Ensuite, pendant les TD, là, oui, on peut poser des questions. C'est là où, en fait, on fait des exercices et où on est en plus petit groupe. On est une trentaine. Donc là, on peut plus poser des questions, etc. Enfin, je crois que c'était ça la question. C'est pendant les TD en fait où vraiment on s'entraîne et où c'est un peu plus l'occasion. Après, ça dépend du rythme aussi. Enfin, je sais que nous, ils nous recommandaient énormément de préparer les TD en avance, donc de chercher les exercices chez nous. Mais en fait, presque personne le faisait parce que soit bon, bah, parce que les gens n'avaient pas envie de travailler, ou alors on avait les exos mais on savait pas du tout comment faire. Et du coup, pendant le TD, le prof il gratte et il corrige tous les exercices et du coup, des fois, t'as pas forcément le temps d'assimiler sur le moment tout, mais c'est vraiment là où il faut essayer de comprendre et de poser le plus de questions possible. Ok, Voilà. super.
On avait des questions plus maintenant sur les DUT, sur l'intégration en école derrière. Antoine, tu peux peut-être répondre à comment peut-on intégrer une école d'ingénieur en DUT. Alors du coup, pour intégrer, ce qui est primordial au départ, c'est avoir un très bon dossier, parce que c'est sur donc toute votre moyenne des 3 premiers, enfin, de la première année, du premier semestre de la deuxième année qui seront pris en compte. Donc c'est hyper important d'avoir des bonnes notes dans toutes les matières et de pas avoir de lacunes. Vous ne pourrez pas compenser une lacune dans une matière avec une très bonne note dans une autre. Il faut vraiment être, à mon sens, complet et bon dans tout. Il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles vous pouvez rentrer juste avec un bon dossier et un entretien de motivation. Donc, par exemple, moi j'ai été accepté à l'UTC juste avec un entretien parce que j'avais un bon dossier. Après, pour les plus grandes écoles, il peut y avoir des examens. Donc, moi, par exemple, j'avais candidaté à Télécom et à Centrale. Dans les deux cas, il y avait d'abord une sélection sur dossier, et donc qui est importante. Quand vous faites votre candidature, il est aussi nécessaire de donner des lettres donc de professeurs qui vous recommandent. Donc, il faut faut avoir une bonne réputation dans l'école, entre guillemets, être considéré comme quelqu'un qui va bien travailler. Ensuite, il y a donc des examens. À Télécom, c'était uniquement donc 1 heure et demie de maths, un QCM, qui objectivement était assez abordable. Enfin, en travaillant, c'était pas trop compliqué. Et par la suite, si on réussissait ça, on était convoqué à un oral qui durait, je crois, une demi-heure. Et donc d'abord 15 minutes de présentation d'un projet, puis 15 minutes de motivation. À Centrale, il y avait un peu plus d'examen. C'était d'abord 1 heure et demie de maths, 1 heure et demie d'élec à l'écrit. Et ensuite des oraux, donc un oral de maths, un oral d'élec et un oral de motivation. Et après, je crois qu'il y a d'autres écoles aussi où il y a des examens. Moi, je les ai pas demandé. Ouais, je sais que moi j'ai passé d'autres examens pour d'autres écoles aussi, mais globalement c'est toujours la même chose. Enfin, c'est pas comme en prépa où vous avez un concours commun pour pour plusieurs écoles, pour un groupement d'écoles. Là, la différence en fait, c'est que vous allez avoir, enfin, chaque école a sa matière enfin, ça ressemble plus à APB en fait, APB ou à Parcoursup plutôt. La méthode pour nous, enfin, en post-DUT pour intégrer une école, c'est-à-dire que vous avez des vœux, alors ça dépend de l'unité. Nous dans le nôtre par exemple c'était 5 vœux ou 4. Et chaque école en fait a sa manière de fonctionner. Donc, à la question, est-ce qu'on peut aussi intégrer les mêmes écoles? Euh, je dirais 98% des écoles d'ingénieurs ont des places pour des AUT. Je pense que la seule qu'on peut pas intégrer en sortie de DUT, je dirais que c'est l'X. Je suis pas sûr qu'on puisse. Attends, je voudrais rajouter qu'il y a certaines écoles qu'on peut pas intégrer en sortie de DUT, comme du coup l'X, je crois qu'il y a les mines, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas possible. Télécom Paris, c'est pas possible. Les mines, Euh, Ça dépend des cursus en fait. ouais, ça dépend des cursus. Je crois qu'en MP, c'est possible. Voilà. Et il y a aussi des écoles qui proposent des places que en alternance ou que en parcours initial. Tu choisis pas forcément, quoi. Du coup, ça fait aussi une différence. C'est vrai. Et aussi, faut être pas mal autonome sur ces demandes d'école. Enfin, moi, personnellement, mon UT m'a pas prévenu de ce qu'il fallait faire ou quoi. J'ai dû faire pas mal de recherches personnelles et me tenir au courant moi-même. L'UT n'est pas forcément là à vous pousser à. Encore une fois, mon IUT n'était pas forcément là à me pousser à candidater dans les grandes écoles. Je pense que Pour parler de la question là, pour intégrer les mêmes écoles prépa ou DUT, au niveau de l'alternance, c'est beaucoup plus ouvert pour ceux qui ont fait un DUT comparé à des élèves qui ont fait prépa. Par exemple, dans ma classe, sur 25, il n'y en a que 3 qui ont fait classe préparatoire et tous les autres sont issus de DUT, puisque le DUT amène une expérience plus pratique et il y a un stage en fin d'année. Donc, vu que pour l'alternance, il faut aussi trouver un contrat donc avec une entreprise. C'est beaucoup plus attirant pour les entreprises, ça montre qu'il y a une petite expérience professionnelle et le CV est mieux pour justement une alternance qu'une prépa où il me semble qu'il n'y ait pas de stage en fin de prépa. Donc, c'est plus facile d'intégrer une filière en alternance avec un DUT. Après, vous serez très content de pouvoir continuer à faire de la pratique après un DUT, je pense. Hein. Enfin, je sais pas qu'en pensent les autres, mais moi, je suis plutôt content de pouvoir continuer à faire de la pratique en école d'ingénieur plutôt que de la théorie. On a un peu été dégoûté par l'UT, au contraire. Ok, je crois qu'on a répondu à la question. J'espère en tout cas. Euh, sur la différence entre prépa et prépa intégrée, je pense pas que tu sois le plus à même de pouvoir en parler. Je pense que Bastien, là-dessus, tu peux peut-être. Ouais.
Du coup, moi qui ai fait la prépa intégrée à Télécom Saint-Étienne, différence entre prépa et prépa intégrée, je pense que, alors la prépa, il y a un programme très clair et précis. Chaque prépa applique exactement le même programme et l'objectif, c'est de vous former à un concours. Pour les prépas intégrées, c'est très différent. C'est-à-dire que faut se renseigner au cas par cas en fonction de l'école. Il y a des écoles qui vont choisir de calquer leur programme un peu sur le programme des prépas classiques. Et il y a d'autres écoles qui vont choisir, par exemple, comme à Télécom Saint-Étienne, le programme qu'on faisait, c'était à la fois un DUT GE2I et une licence, seulement une L2 de physique. Et du coup, ça va vraiment dépendre de chaque école d'ingénieur. Je sais aussi qu'il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui, dans leur programme, intègrent, par exemple, un BTS de, je je sais plus exactement quel BTS, mais un BTS pour l'ICAM Lille. Ils font ça. Et du coup, ça va vraiment être au cas par cas. Et, euh, et le problème de ça, c'est que souvent, quand on rentre dans une prépa intégrée, eh ben, on va pas pouvoir faire les concours des prépas classiques parce qu'on n'aura pas le niveau, on ne sera pas formé pareil. Et, euh, et donc, souvent, on va être obligé de rester dans la même école pendant 5 ans, à moins d'avoir un bon dossier et réussir à changer d'école, mais c'est plutôt rare. Donc, voilà les grandes différences. Ok, j'espère que ça répond à la question. Euh, Pareil, une question pour la fac. Du coup, la Marie et Pascal, je vous laisse répondre. Mais à partir de quelle année choisit-on son orientation en fac? Qui veut prendre la parole? Son orientation, c'est-à-dire, enfin, je vois pas trop si on choisit parce que du coup, si on choisit genre sa spécialité, j'imagine que c'est Oui, je ça. pense que je viens de ça. Parce que du coup, je sais que moi, j'avais pas fait le premier semestre, mais dans ma fac, le premier semestre, je crois que c'était MPCI, donc maths, physique, chimie, info, de commun. Donc tout le monde était mélangé, on avait tous les mêmes, enfin ils avaient tous les mêmes matières. Ensuite, à la fin du premier semestre, il fallait choisir entre là, je crois que c'est là qu'on choisissait entre maths, physique, chimie ou informatique. Donc dès la fin du premier semestre. Et moi, c'était là enfin, c'est à ce moment-là qu'on pouvait choisir aussi si on voulait postuler aux doubles licences parce que c'était sur sélection. Et maintenant, par contre, ça a changé et je sais que c'est à partir du bac directement où ils choisissent les doubles licences. C'est une sélection sur dossier parce que la fac, il n'y a pas tellement de sélection. C'est plutôt, enfin, il y a des licences vertes. Enfin, moi, c'était comme ça, il y avait des couleurs, mais normalement, si tu veux faire une licence de maths près de chez toi, tu seras pris, quoi. Alors que la double licence, moi, j'avais dû fournir des bulletins de notes, mes notes du bac, mon niveau d'anglais, enfin il y avait eu une sélection. Et donc je sais que maintenant pour la double licence, en tout cas la mienne à Versailles, il y a une sélection dès le lycée quoi. Mais sinon c'est à la fin du premier semestre où on choisissait si on voulait faire maths, physique, chimie, info, biologie. C'est des portails en fait. Le premier semestre c'était soit le portail MPCI, soit le portail BI, donc biologie informatique. Donc voilà, moi c'était comme ça. Et après, je sais aussi que pour la L3, il fallait choisir une spécialité. Donc, pour la licence physique, en tout cas, moi, je pouvais choisir entre physique ou mécanique, mais du coup, je suis partie en école d'ingénieur. Et pour les maths, nous, on n'avait pas trop de choix, mais je crois qu'il y a des écoles où tu peux choisir plutôt mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées. Il y a aussi mathématiques pour l'enseignement. Enfin, tu choisis un peu suivant qu'est-ce que tu veux faire derrière, quoi. Donc, voilà. Pascal, tu veux rajouter quelque chose? Je rajouterais bien quelque chose, mais en fait, moi, j'ai fait une licence qui est un peu spécifique, donc je sais pas si je connais pas la fac de manière générale, euh, mais je veux quand même dire ce qu'il en est pour moi. En fait, moi, donc, à Villebon-Georges Charpak, j'avais un peu toutes les matières. Là où dans une fac normale, le premier choix, ça reste dans quelle fac je vais rentrer, parce qu'il y a tout ce que vous voulez en fac en fait, hein. Vous pouvez faire directement de la physique ou alors des choses plus généralistes, aller directement en biologie. Donc c'est quand même le premier choix. Moi, j'avais toutes les matières. En deuxième année, on nous demande enfin c'est pas direct, hein, mais on nous demande en gros d'arrêter une des matières. Tout fonctionne par UE, mais en gros c'est comme ça. Et en dernière année, il faut sélectionner au choix ces options pour correspondre au profil d'une école qu'on vise en particulier. Donc moi, par exemple, pour entrer à Télécom Paris, j'ai gardé uniquement l'ingénierie, la physique et les maths. Et l'informatique, évidemment.
Donc j'imagine que, enfin, des connaissances que j'ai dans les facs, on choisit ses filières et ses masters d'année en année. En fait, il faut prendre des décisions à chaque, euh, à chaque année d'études pour se spécialiser de plus en plus, quoi. D'accord, bah, merci beaucoup à vous deux. Alors, on a une question ensuite sur le fait que vous ayez, voilà. Alors, le fait, ouais, je vois sur le niveau de maths et sur le niveau en sciences, une question, vous pouvez avoir peur de votre niveau en sciences. Alors, globalement, on va pas se le cacher, pour intégrer une école d'ingénieur, il faut un bon niveau en sciences. Que ce soit au lycée, à l'UT ou en prépa. Dans tous les cas, on vous demandera un bon niveau en sciences en, en école d'ingénieur. Ou en tout cas, je pense une certaine appétence pour les sciences, une envie de faire des sciences. Ensuite, au niveau maths, si vous êtes juste, si vous êtes passable, ça dépend ce que vous appelez passable, mais l'IUT là-dessus peut être, je pense, un très bon moyen, ou la fac peut être un très bon moyen de combler cette lacune-là, parce qu'en prépa, vous faites, surtout en MP, vous faites que des maths, hein. Pendant 2 ans, vous faites que ça. Euh, En UT, vous faites beaucoup moins de maths. Enfin, c'est quand même une grosse partie du cursus, hein. Globalement, ça reste de la technologie, donc les maths, ça a une place hyper importante. Mais c'est pas les mêmes maths du tout. Enfin, ça, pour moi, ça a rien à voir. C'est vraiment dans la prolongation du lycée. Ensuite, si vous avez des lacunes en maths, dites-vous que la plupart des écoles d'ingénieurs regarderont vos notes d'IUT, vos notes de maths d'IUT, c'est les premières notes qu'ils vont regarder pour intégrer une école d'ingénieur sur le dossier. Donc il faudra travailler, mais les maths sont, je dirais, 10 fois plus abordables que les maths de prépa. Enfin, pour moi, c'est juste pas comparable le niveau de maths en IUT et en prépa. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre un IUT et une prépa, typiquement. Euh, Et donc puis voilà, juste je sais pour pas si ajouter, quelqu'un veut rajouter. ouais, Vas-y, j'ai ensuite. ajouté un autre truc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on arrive à l'UT, je sais pas si c'est la même chose en fac, mais quand on arrive à l'UT, on est mélangé aussi avec ceux qui ont fait STI 2D, il me semble, ou ST2D, enfin, quelque chose comme ça. Et du coup, le niveau en maths de ceux qui ont fait cette filière-là, pour le bac, sont fortement, enfin, sont même inférieurs à ceux qui ont fait du coup un bac S. Et donc, les premiers mois, peut-être le premier ou le deuxième, c'est surtout un peu de remise à niveau, et du coup, c'est vraiment le programme de terminale que vous refaites. Donc, pour ceux qui ont un niveau qui ont moyen, donc après, ça dépend ce qu'on dit moyen. Si c'est moyen, c'est 17, c'est pas très moyen. Mais, mais pour ceux qui ont un niveau moyen, vous allez vraiment vous adapter et ça va pas être un souci. Parce que du coup, c'est vraiment le problème de terminale si vous êtes en S. Donc, c'est pas enfin, faut pas avoir peur quoi, de tout ça, quoi, vraiment. Exactement comme a dit Steve, vous repérez toutes les bases. C'est le moment. Après, c'est justement le moment de travailler si vous avez des lacunes cette année en terminale ou en première ou je sais pas. C'est le moment justement de se mettre à travailler, les maths notamment. Peut-être passer à la question suivante. Est-ce que la fac peut être plus intéressante que la prépa pour intégrer une école, stage grande école? Pour faire le parallèle avec l'IUT, ça peut être beaucoup plus intéressant de faire une IUT qu'une prépa, mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre profil, quoi. Enfin, je sais que pour moi, typiquement, ça a été juste 100 fois plus intéressant de faire un IUT qu'une prépa. Euh, mais ça dépend vraiment de votre profil. Si vous aimez la pratique, si vous aimez manipuler, si vous aimez faire des TP, si c'est votre gros point fort, alors l'IUT, c'est juste ce qu'il vous faut. Mais si en revanche, vous préférez la théorie, approfondir les maths, la physique, bien que vous fassiez de la physique en unité, c'est pas ça le problème, mais surtout les maths, en fait, dans ce cas-là, la prépa, c'est peut-être plus fait pour vous. Mais dites-vous que si vous arrivez à finir dans les 3 premiers promos en IP, vous êtes assuré d'avoir une bonne école d'ingénieur derrière. Euh, donc voilà, en gros, globalement. Et même si vous finissez dans la première moitié de promo, pour moi, c'est quasiment assuré que vous ayez une école d'ingénieur derrière. Donc ça peut être plus intéressant, mais encore une fois, c'est vraiment 2 parcours extrêmement différents. Donc ça dépend de votre profil. Parce que vous voulez rajouter quelque chose pour la fac ou même pour l'IUT? Je pense qu'il faut vraiment faire ce choix-là en fonction de comment vous connaissez, de la manière dont vous travaillez en fait. Euh, Parce que si vous aimez beaucoup travailler, que vous avez enfin ou que vous avez envie d'apprendre à travailler efficacement et que vous savez que vous aurez le mental, la prépa ça reste la route toute tracée. Si vous n'avez pas peur de la compétition, etc., la prépa ça reste le meilleur chemin. Bien qu'on explore ici les autres possibilités, à la fac, vous aurez plus l'occasion de vous ouvrir à d'autres choses et si vous arrivez dans une école d'ingénieur après ça, vous aurez déjà
un peu diversifier vos champs d'action, mais ça vous demandera beaucoup plus d'autonomie pour arriver à ce niveau-là, quoi. Vous serez moins aidé enfin moins aidé entre guillemets, hein, c'est moins linéaire que par la prépa. Donc en vérité, je recommande la prépa à ceux qui savent travailler et qui en ont la motivation. Mais la fac, c'est une bonne opportunité pour des profils différents, quoi. Ah oui, bah, on va passer à la question suivante. Merci beaucoup. Sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, pas de souci. Du coup, on demande si l'insertion professionnelle est facile en sortie d'une école à prépa intégrée. Alors, avant de passer la parole à Bastien, je pense que dans tous les cas, ça reste une école d'ingénieur. Donc oui, l'insertion professionnelle est facile. Il faut savoir que n'importe quelle école d'ingénieur, vous aurez un emploi bien payé en sortie d'école, hein. C'est parce que vous serez ingénieur, hein. Peu importe le placement de l'école, peu importe ce que vous voulez, la localisation, machin. Oui, l'insertion professionnelle est facile. Ensuite, ce qui différencie une école à prépa intégrée d'une école d'ingénieur, on va dire post-prépa, c'est simplement que vous passez 2 ans de plus dans l'école. Enfin, par exemple, l'INSA, dans l'école dans laquelle est Kylian, ou que vous connaissez sûrement de nom, c'est une école à prépa intégrée, et c'est une des écoles les plus connues aujourd'hui en France, une école d'ingénieur très connue en France, et avec une insertion professionnelle juste très simple en sortie, hein. Du coup, que je pense que si vous regardez les écoles à prépa intégrée ou peu importe les écoles, vous trouverez sur leur site 90% de nos diplômés ont déjà un contrat avant la sortie, avant le diplôme en fait. Donc oui, là, peu importe l'école, je pense que l'insertion professionnelle est facile. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait que l'école ait une prépa intégrée ou pas, c'est un bon facteur. Ça dépend seulement de quelle école, enfin, dans quelle école tu vas. Après, en France, actuellement, les meilleures écoles n'ont pas de prépa intégrée. Du coup, si tu vises les meilleures écoles, du coup, principalement les écoles parisiennes, quoi, elles sont peu à avoir des prépas intégrées, donc tu peux pas les avoir directement en post-bac, quoi. Ok, merci Bastien. Pour rajouter, il peut y avoir une différence, c'est, bon, du coup, je reparle de l'alternance, où justement la facilité professionnelle, c'est que si votre contrat d'alternance débouche sur une embauche directe, vous n'avez pas justement, de travail à chercher, de CDI à démarcher en faisant des entretiens comme ça, puisque l'entreprise vous connaît. Après, cette facilité peut être aussi avec le stage de fin d'études des écoles d'ingénieurs. C'est là où il peut y avoir une facilité de l'embauche comparée. Tu peux éviter justement une recherche d'un travail classique après le diplôme. Exactement. Voilà, donc je vois qu'on a dépassé le temps, on va finir de répondre aux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On va déborder un peu, mais on vous retient pas si vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas. Est-ce que toutes les écoles d'ingénieurs sont des bonnes ou il existe des mauvaises? Alors, c'est compliqué comme question. On Non, va pas émettre de jugement de valeur, hein, mais non, il n'y a pas de jugement. Alors, comme ça, je dirais que chaque école a ses critères. C'est-à-dire que si vous cherchez une école d'excellence académique, alors oui, il y en a des meilleures que d'autres. Si vous cherchez des écoles dans le numérique, alors oui, il y en a des meilleures que d'autres. Mais chaque école a ses critères. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise école comme ça. Le seul point sur lequel je vous dirais peut-être de faire attention, c'est sur les écoles qui ont le label CPI, en fait, qui sont habilitées, c'est-à-dire à délivrer des diplômes d'ingénieurs ouais, officiels, des vrais diplômes d'ingénieurs. Il faut faire attention aux écoles qui n'ont pas ce label-là parce que vous aurez un bac+5 en faisant ce genre d'école-là. Je pense à Epitech, par exemple. Ce genre oula, il a d'école-là, dit un nom. j'ai dit un nom. Euh, Ce genre d'école-là, typiquement, elle vous donne pas un diplôme d'ingénieur en soi. Vous avez un bac+5, euh, mais c'est pas reconnu comme diplôme d'ingénieur. Alors après, ça a la valeur que ça a. Enfin, il n'y a pas que la mention ingénieur qui importe sur un diplôme. Il y a aussi ce que vous avez fait, le contenu, il y a vos compétences. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention pour moi parce qu'en plus, c'est des écoles très souvent que vous payez 10 000 euros l'année. Euh, donc, il faut faire attention, en gros. Il faut faire, de manière générale, faut faire assez attention, faut faire pas mal attention aux écoles privées dans le domaine de l'informatique notamment, euh, qui ont une très bonne com, qui vont être très forts à attirer des gens dans leur école et qui derrière ont pas forcément des enseignants de qualité ou des méthodes très évoluées qui vont vous faire payer très très cher pour un non-diplôme. Vous en sortirez évidemment avec des connaissances, mais je pense vraiment pas que ce soit l'idéal. Faut pas se rabattre sur des écoles d'ingénieurs comme ça qui vont être pay to win en fait. Si, enfin,
je recommande vraiment pas ça, quoi. J'ai failli m'orienter là-dedans, j'ai failli tomber dans ce piège-là. Je m'en suis rendu compte assez tôt et donc je vous invite à vous méfier de ce genre de choses, quoi. Exactement. Exactement. Ensuite, pour Après, finir, je peux me permettre parce que je suis dans une école privée. Ah, il n'y a pas que du mauvais dans le Toutes privé, hein, les j'ai pas écoles dit ça. privées, oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe et bien vérifier qu'elle est. En fait, ce que vous pouvez faire, moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai vu mon école parce qu'elle coûte très cher aussi. C'est que vous pouvez aller regarder sur la CTI et il y a les rapports de l'école qui sont publiés en fait tous les ans. Et du coup, dans le rapport, ils expliquent, enfin, c'est quelque chose qu'ils fournissent pour avoir l'habilitation. Donc déjà, vous pouvez vérifier si votre école a été habilitée, pour combien de temps. Parce que je crois que c'est pas, je me rappelle plus exactement, mais ça doit être soit elle est habilitée pour 2 ans, soit pour 4, soit pour 5, un truc comme ça. Donc si elle est déjà habilitée pour 5 ans, c'est plutôt bon signe. Moi, mon école, c'était le cas, donc ça me rassurait déjà. Pour être sûr de ne pas rentrer dans une école, de payer 8 000 € et d'être bloqué à la fin à avoir son école qui perd son accréditation. Et vous pouvez lire le rapport, donc regardez, en fait dedans il détaille un peu à quoi sert l'argent que tu mets. Il détaille aussi les débouchés, t'as tous les pourcentages de qui fait quoi, qui gagne combien, qui fait de la recherche, etc. Et aussi, je pense que ça peut être une différence quand vous disiez est-ce qu'il y a des écoles meilleures que d'autres. Académiquement, bon ben voilà, vous voyez bien que je galère. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Mais pour la recherche, par exemple, genre par exemple, moi, mon école, on est une post-bac. Et quand j'ai regardé le rapport de la CTI, je voyais bien qu'il y avait très peu de gens qui poursuivaient en thèse. Alors que j'imagine que quand on regarde à Polytechnique, je pense que, enfin, je connais pas les chiffres, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait au moins 50% de gens qui poursuivent en doctorat ou en école d'application derrière. Donc je pense que ça peut être ça aussi une différence, donc ça dépend ce que vous voulez faire. De toute façon, ça c'est un peu un avis personnel, mais si vous voulez faire de la recherche, moi je recommande quand même plutôt de rester à la fac, parce qu'il y a des enseignants qui sont passionnés par ça et qui vous aideront à vous développer dans cette optique-là. Et voilà. Mais oui, du coup, bien regarder la CTI, s'il y a le label, à quoi sert l'argent que vous donnez. Et voilà. Et pour les solutions de financement aussi, tant que j'y suis, il y a aussi possibilité de faire des prêts, mais c'est là aussi où l'alternance peut être intéressante, parce que moi, mon école est payante, donc 8 000 € l'année. Et comme le STP, comme les STACA, comme plein d'écoles comme ça, il y en a énormément en fait. Et l'alternance, je paye pas l'école, je suis mobilée pour y aller, donc ça peut être un avantage si jamais il y a une école précisément qui vous intéresse et qu'elle est payante. Ça peut être un moyen de pas se censurer, de pas se restreindre juste parce que on n'a pas forcément les moyens. Parce que quand voilà, c'est l'entreprise qui paye l'école en fait. Moi, ça me coûte zéro de faire mes études et voilà. Je voulais juste le rajouter. Pour ajouter aussi au niveau de la différence entre les écoles, je pense qu'il y a aussi un niveau de réputation au niveau des entreprises. Par exemple, bon, je parle pour le cas à Toulouse, donc il y a l'ENSET qui est connu à Toulouse et donc par exemple l'entreprise dans laquelle je suis connaît bien l'entreprise, l'école pardon. Et donc il y a beaucoup justement, il y a pas mal d'étudiants qui ont leur diplôme, travaillé, etc. Mais c'est vrai que l'ENSET par exemple sur Paris est moins connu, est beaucoup moins connu par les entreprises. Et donc c'est aussi un niveau de réputation, ce qui est plus régional dans le secteur ou Supaéro par exemple, qui va être elle beaucoup plus connue national, voire même international. Donc c'est aussi un écart de réputation. Et si vous voulez travailler localement, vous pouvez prendre une moyenne école qui est dans le secteur qui vous intéresse. Après, si voilà, vous avez des grandes ambitions, il vaut mieux quand même prendre une école avec un grand nom, sera sur le diplôme. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez tout dit. Et pour résumer, il faut faire attention au label CTI globalement. C'est le seul truc. Le seul truc. Non, mais voilà, c'est en fonction vraiment de ce que vous recherchez. Si, comme le disait Antoine, enfin, en prenant une école dont le nom est connu, ou comme disait Kian à l'instant, vous avez peu de chances de vous tromper. Et voilà, donc il y a des écoles qui ont de la réputation. Je pense aux 5 grandes parisiennes notamment. Donc voilà, globalement. Est-ce que l'anglais a une place importante dans le cursus? Alors, oui. Je veux dire, en DUT, moi, je l'ai pas ressenti. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais enfin, en DUT, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau stratosphérique en anglais. Par contre, en école d'ingénieur, en école d'ingénieur, enfin, c'est obligatoire. Vous devez avoir un niveau minimum en anglais pour obtenir votre diplôme. Donc, l'anglais, c'est juste hyper important. Et d'ailleurs, je crois que si je ne me trompe pas, c'est la cause numéro 1 d'échec en école d'ingénieur. C'est le fait de ne pas avoir le niveau d'anglais requis. Donc, c'est important pour, je dirais, les 3 dernières années du cursus ingénieur. Ça l'est pas forcément pour les 2 premières. Après, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai ressenti en DUT. Je pense qu'en fac, c'est peut-être différent
Dans les autres réalités aussi, je sais pas, à vous de me dire. Globalement, moi, dans la mienne, le niveau d'anglais était, on va pas se mentir, relativement bas, et du coup, ça m'a un peu pénalisé, disons, en école d'ingénieur là également, parce que du coup, j'ai un niveau plus bas que un peu tout le monde. Mais ouais, non, à l'UT, le niveau d'anglais est pas incroyable, et quelqu'un qui s'en sort bien déjà après le lycée, bah, ça va pas être vraiment pas être un problème, quoi. Après, forcément, en école d'ingénieur, il faudra travailler d'autant plus pour équilibrer le niveau, mais pour le TT, c'est pas un problème en tout cas. Parce que quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, je crois qu'on a bientôt fait le tour des questions, notamment sur ce qu'on peut faire en DUT hors école d'ingénieur. Mais en fait, en DUT, vous avez un large panel de choix, dans le sens où vous pouvez arrêter vos études après un DUT, commencer à travailler. Vous aurez ce qu'on appelle le titre de technicien, ou technicien supérieur, je sais plus, technicien supérieur, merci Antoine. Donc vous pouvez travailler après un DUT. Vous pouvez poursuivre en licence ou en licence professionnelle plutôt. Donc en alternance, c'est une année pour obtenir une licence si vous êtes en alternance. On va dire que c'est le deuxième parcours le plus prisé par ceux qui font DUT. Et enfin, une école d'ingénieur évidemment. Donc c'est aussi l'avantage du DUT, c'est que vous avez, par rapport à la prépa, je dirais, c'est que la prépa, ça mène à une école d'ingénieur, je dirais, enfin, c'est le but vraiment principal. Le but principal d'un DUT, ça n'a pas été fait justement pour poursuivre sur des études longues. À la base, c'est fait pour former des techniciens, en fait. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez après un DUT si vous vous rendez compte que les longues études, ça va vous saouler, c'est pas fait pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez entrer dans une vie professionnelle après 2 ans, ou alors poursuivre en licence professionnelle pour une année supplémentaire. Euh, donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être sur Il faut juste faire gaffe, le Ok. DUT est en 3 ans maintenant. Du coup, avant, il y avait possibilité de faire justement une licence professionnelle ou une licence 3. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau des poursuites d'études. Donc, je pense qu'il y a plein de possibilités. Mais comme l'a dit Paul, alors j'ai attention que le DUT maintenant est en 3 ans. On n'est pas trop au courant. Enfin, on ne pourra pas vous parler dans les détails de cette réforme, mais voilà, en gros, le DUT passe en 3 ans. Alors après, est-ce que c'est toujours possible de faire les parcours que nous, on a aujourd'hui? Je pense pas que ce soit dérangeant. Ça ressemblera plus à ce que fait Pascal ou Marie, je pense, c'est-à-dire, enfin plus, ouais, c'est ça, vous aurez 3 ans et après, réintégrer une école d'ingé en bac+3. Donc, je sais pas si faudrait que vous demandiez en fait au DUT, parce que je sais que c'est une réforme qui a fait beaucoup parler, donc, voilà. On avait ensuite, je crois que la question, je regarde, hein. Pour les écoles privées payantes, quelles sont les possibilités de financement qui s'offrent aux étudiants? Marie, je pense que c'est pourquoi cette question. Bah, du coup, il y a le prêt étudiant. Donc, je sais que moi, dans mon école, il y en a pas mal qui font ça. D'ailleurs, je crois que les écoles privées, c'est presque toujours en 5 ans. J'en connais pas en 3 ans. Donc, si déjà, on n'a pas forcément les moyens d'avoir papa, maman derrière pour payer l'école, moi, ce que je peux vraiment vous recommander, c'est de faire autre chose. Enfin, de faire la fac, de faire un DUT, de faire vraiment, bah voilà, ça, pour pas payer une prépa intégrée. Je trouve ça dommage de payer sa prépa intégrée. C'est un peu moins cher que l'école en elle-même, mais enfin, je crois que nous, par exemple, l'école, c'est genre 8 000 et la prépa, c'est peut-être 6 000. Et encore, je suis pas hyper sûre, mais enfin, ça reste énorme. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que si vous allez à la fac ou au DUT, que vous travaillez bien, vous l'aurez. Enfin, surtout que les post-bac, c'est vraiment pas les plus durs à avoir, hein. Si on a des notes correctes, qu'on est motivé, on les a. Enfin, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Et après, pour les 3 dernières années, bah, c'est soit vous faites un prêt étudiant. Donc, les prêts étudiants, c'est à taux très bas. Vous aurez aucun mal à en avoir un. Enfin, moi, quand je me suis inscrite à l'école, le premier jour, le jour de la rentrée, il y avait des banques qui avaient installé des stands, qui nous proposaient d'ouvrir des comptes, de nous proposer des prêts. Donc, c'est pas vraiment, je crois pas, à taux 0,0, mais c'est un taux inférieur à 1, donc ça, c'est sûr. Et le principe du prêt étudiant, je sais pas enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc qu'on vous prête de l'argent pour ensuite payer vos études. Et ça peut prendre en compte aussi le départ à l'étranger, tous ces trucs-là, parce que ça coûte de l'argent aussi, beaucoup. Et vous pouvez le rembourser après. Alors, ça dépend des prêts, mais par exemple, 2 ans après avoir commencé à travailler, enfin, ça se négocie, quoi, donc c'est hyper intéressant. Et sinon, bah, moi, je peux que recommander l'alternance parce que c'est un bon moyen de financer ses études parce que du coup, vous payez pas l'école et en plus, vous êtes rémunéré. Donc, si vous n'avez pas les moyens de passer 5 ans à étudier, ce qu'on n'a pas tous
pas tous cette chance-là. Là, au moins, vous êtes autonome vous n'avez pas du tout de frais d'études à payer. Vous avez un bon salaire. Enfin, moi, je gagne plus que le SMIC et je travaille 2 jours dans la semaine, donc ça me permet vraiment de vivre très correctement à Paris. Enfin, j'habite à Versailles, mais voilà. Et voilà, après, c'est vraiment les deux options. Sinon, bah, il y en a où c'est ouais, les parents qui payent. Bon, bah, après, chacun a la chance qu'il a de ce point de vue-là. Et ça peut être divisé mensuellement. Nous, c'est des mensualités. Ceux dont les parents payent, ils payent tous les mois. Voilà, c'est étalé, quoi. Donc voilà. Mais l'alternance, ça peut vraiment être un très bon moyen de continuer ses études quand on vient pas d'un milieu aisé, par exemple. Donc ça permet de gravir l'ascenseur social. C'est vraiment ça. Voilà. Merci beaucoup. La dernière question que je vois, enfin il y en a encore deux. Quel est le pourcentage de chance d'avoir une école d'ingénieur à la fac? Pour faire un parallèle avec l'UIT, comme juste avant, je dirais 50%. Pour moi, il faut être dans la première moitié de promo, en IUT en tout cas. Ouais, voilà, je pense que globalement, vous avez de très grandes chances d'en avoir une. Après, ça c'est pour l'IUT encore une fois. Après, il faut travailler pour avoir les meilleures écoles d'ingénieur, évidemment. Mais peut-être sur un mot sur la fac, parce que j'ai l'impression que c'est destiné à la fac à la base. Bah, moi, je suis d'accord, ouais, il faut être dans les. Enfin, après, ça dépend de l'école que vous voulez. Enfin, il y a des écoles que vous aurez, à partir du moment où vous validez votre licence, vous rentrerez. Donc, les post-bac, par exemple, c'est accessible, très accessible, je pense. Après, pour les grandes écoles parisiennes, moi, c'est un peu spécial parce que j'étais en double licence, donc on avait déjà eu une présélection et on était déjà très bien classé sur la promo. Mais je sais qu'on en a qui sont rentrés on en a eu un à Polytechnique. Lui, bah, il était major de 2 licences physique et mathématiques. Donc 18 de moyenne, enfin premier sur une centaine d'étudiants. Après, ouais, c'est plutôt top. Alors, je dirais top 10% pour avoir une bonne école. Et après, pour avoir une école d'ingénieur, si vous n'importe laquelle, si vous prenez vraiment la première école qui vous prend et qui est reconnue, si vous avez votre licence, c'est bon, je pense. Après, moi, j'avais déjà une double licence, donc c'est un parcours un peu différent, mais à la fac, ça se fait très bien. Et c'est pour ça que plutôt que de payer une école en 5 ans, moi, je recommande vraiment de faire 2 ans, 3 ans de fac et ensuite d'aller dans votre école si jamais vous voulez faire une école payante, un truc comme ça. Mais après, enfin, les prépas intégrées, ça te permet d'avoir directement l'ambiance école d'ingénieur, d'avoir les assos. C'est une autre ambiance, quoi. La fac, c'est pas hyper fun, mais bon. Donc voilà. Si vous travaillez et que vous êtes dans la première moitié, vous aurez une école, c'est sûr. Et si vous travaillez vraiment beaucoup et que vous êtes vraiment très fort, vous aurez une très bonne école également. Et ça peut même être un moyen de contourner la prépa. Après, oui, je voulais juste dire un truc parce que personne n'a posé la question, mais du coup, à la fac, on n'a pas les mêmes concours. Mais par contre, des fois, ça arrive qu'il y ait des gens qui fassent 2 ans de prépa et qui ensuite viennent faire une licence 3, une licence quoi, par choix ou parce qu'ils n'ont pas eu d'école. Mais par contre, ces gens-là sont pas autorisés à passer les concours de fac. Parce que sinon, ce serait un peu trop facile de se dire je passe mes concours après ma prépa, ah, j'ai pas eu l'école que je veux, bon, bah, je vais à la fac, je fais une licence de maths et je repasse les concours. Donc, du coup, faut pas faire ce choix-là, c'est pas stratégique. Donc, voilà. Je voulais juste le dire au cas où il y en a qui auraient eu cette idée-là. Bah écoutez, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Sauf que les prépas intégrées sont toutes payantes. Non, globalement non. Non, non, pas du tout même. Ça dépend de l'école encore une fois, mais par exemple, je pense à l'INSA, c'est pas payant. Enfin, vous payez les frais on va dire que vous payez en université globalement. Donc, je sais pas combien c'est. Kylian, peut-être que Oui, tu peux des frais de scolarité, c'est 200, 250, Voilà, ça se compte pas en centaines, ça se compte pas en milliers. c'est ça, c'est du public. Et la conférence se termine à quelle heure? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc, sauf si vous avez d'autres questions, mais Il y a une dernière question qui n'a pas été posée dans l'espace Q&A. J'ai pas compris, en partant en prépa intégrée, on peut ensuite, en ayant des notes suffisantes, aller dans une école prestigieuse. ah oui. Je sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Alors moi, la connaissance que j'en ai, Bastien, tu vas peut-être pouvoir me compléter. Euh, quand vous faites une prépa intégrée, la prépa intégrée vous forme au cursus ingénieur de l'école dans laquelle vous faites la prépa intégrée, globalement. Ensuite, Bastien, typiquement, était dans la prépa intégrée de l'école Saint-Étienne et il a intégré Télécom Paris par la suite. Donc c'est possible si vous avez les notes suffisantes pour moi.
de ce que j'en sais, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le but premier. Peut-être Bastien peut compléter. Moi, je pense que c'est rarement possible. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment fait un parcours particulier. C'est parce que j'étais à Télécom Saint-Étienne et qu'ils ont une sorte de partenariat que j'ai pu basculer vers Télécom Paris. Mais si vous faites une prépa intégrée, imaginons dans un INSA, je pense que c'est quasiment impossible de passer à Télécom Paris, par exemple. L'objectif de la prépa intégrée, à la base, c'est vraiment de continuer dans la même école. Donc, vraiment, enfin, c'est pas un plan que vous pouvez prendre, enfin, vous pouvez pas planifier ça. Si vous faites une prépa intégrée et qu'à la fin vous êtes dans les bons élèves et que vous vous rendez compte qu'en fait vous voulez une autre école, ça se tente, mais c'est vraiment pas la voie classique et il faut pas compter là-dessus. Mais ça peut se tenter. Oui, que pour confirmer ce qu'a dit Bastien, c'est tout à fait ça. C'est juste qu'il faut savoir, c'est que donc quand vous êtes la prépa intégrée donc de l'INSA, par exemple, vous êtes à l'INSA pour 5 ans et au bout des 2 ans de prépa, vous avez donc un choix parmi différentes options. Après, on va voir comment c'est dans les autres écoles d'ingénieurs, mais c'est quasiment impossible de changer. Une fois que vous avez fait la prépa intégrée, vous êtes dans l'école jusqu'au diplôme. Après, je sais Ah, pardon. je t'en prie, Marie, je t'en prie, vas-y. Si jamais, enfin, ce que tu voulais dire, c'est oui, je suis en prépa intégrée et finalement, je suis hyper fort, c'est beaucoup trop simple et je me rends compte que j'aurais pu faire une très, très bonne école, et que tu n'arrives pas à rejoindre une meilleure école. Aussi dans les écoles, post-bac, il y a toujours possibilité quand tu es très, très bon de te démarquer. Il y a, dans les écoles d'ingénieurs, en général, il y a souvent des concours pour des projets, ce genre de choses et il y a aussi des doubles diplômes. Enfin, après ça aussi, ça peut être un critère de choix. Moi, je sais que mon école, on a pas mal de doubles diplômes avec des grosses écoles, donc Centrale, Polytechnique et cetera, ou même à l'étranger et du coup, ça peut vraiment être un moyen d'upgrade ton diplôme, quoi. Si vraiment tu te rends compte que dans ton école, c'est trop facile et ben tu peux tout donner et si tu major de ton école, t'inquiète pas que tu pourras faire des super doubles diplômes et même derrière des masters de spécialisation dans des très grosses écoles. Donc voilà, et je suis d'accord que je pense vraiment pas que ce soit un choix stratégique de faire une prépa Polytech pour rentrer à Centrale Paris, quoi. Enfin, je pense que c'est limite presque impossible. En tout cas, moi, dans mon école qui a une prépa intégrée, on a pas, enfin, je crois pas qu'il y ait de gens qui fait la prépa intégrée et qui ensuite sont rentrés dans des grosses écoles. Et même entre prépa intégrée, il y a un peu de mouvement. Par exemple, quand tu fais une prépa intégrée pour une polytech, tu peux choisir après de changer de polytech. Pour les INSA, je sais pas, j'imagine que c'est pareil. Mais sinon, c'est tout. Et nous, on avait un qui était venu d'une prépa intégrée de polytech, mais un seul sur 300 de nos amis. Enfin, c'est vraiment très très rare de changer. Quand tu fais une prépa intégrée, c'est pour ton réseau d'école, c'est pas pour changer derrière. Donc voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup, du coup, pour toutes vos réponses. Je pense qu'on va pouvoir finir ici parce que à la base c'était 17h, mais bon, je pense que vous avez eu beaucoup de questions, donc c'est cool. Globalement, merci à tous. Déjà, merci à tous les intervenants d'avoir donné à la fois présenté votre parcours, répondu aux questions. Merci beaucoup. Et puis merci à ceux qui sont restés et également à ceux qui ont posé des questions. C'était très intéressant. Donc, juste pour conclure, globalement, il faut voir ça comme un vrai parcours parallèle, dans le sens où la prépa n'est pas le seul parcours pour intégrer des écoles d'ingénieurs ou encore moins des écoles d'ingénieurs comme Télécom Paris, Centrale, etc. On peut vraiment prendre ça comme un parcours parallèle, comme des parcours parallèles qui, à mon sens, dépendent de votre profil et dépendent de ce que vous aimez également. Si vous avez une envie de spécialisation dès maintenant, alors oui, ça peut être une bonne solution. Encore une fois, si vous avez un profil très pratique, c'est encore une bonne solution. Maintenant, c'est pas la voie royale. Le nombre de places allouées aux AST est tellement moindre dans les écoles d'ingénieurs par rapport aux prépas que c'est pas la voie royale, clairement pas. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, également d'avoir peut-être des avis de vos profs, hein, ça peut être très intéressant aussi. Donc voilà. Et faites des portes ouvertes, évidemment. Je pense que les portes ouvertes, c'est ce qui a été décisif pour mal d'entre nous. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez poser des questions aux écoles. Est-ce qu'il faut que je fasse un DUT? Est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois les projets qu'ils font, effectivement. Donc voilà. Écoutez, merci encore une fois à tous. Et puis la conférence a été enregistrée et sera disponible en replay sur YouTube. Donc voilà. Merci encore une fois à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.